Suite à un incident indépendant de notre volonté, la fin a été quelque peu modifiée. Et comment tu vas faire comprendre aux gens que c'est sur Tokyo Drift? Et ben, comme ça. Fast and Furious Tokyo Drift est un film américano-germano-japonais sorti en juin 2006 aux États-Unis. Réalisé par Justin Lin, il appartient à la saga méconnue Fast and Furious qui en 8 films rapporta seulement 5 milliards de dollars au box-office, auquel il faut ajouter un spin-off, 2 courts-métrages, une série d'animation diffusée sur Netflix, des jeux vidéo, des jouets de toutes sortes, bref, Universal ne manque pas d'idées pour se faire un max de thunes. À croire qu'ils sont plus doués en marketing qu'en cinéma. Débutant en 2001 avec le film Fast and Furious réalisé par Rob Cohen, rien que prononcer son nom me remémore d'horribles souvenirs. Celui-ci est remplacé derrière la caméra par Rob Cohen. Le film nous raconte les aventures de Brian, un policier qui usera de ses talents de pilote pour infiltrer une bande suspectée de cambriolage à grande vitesse. Succès oblige, une suite verra le jour en 2003 avec Too Fast, Too Furious de John Singleton qui nous raconte les aventures de Brian, un ancien policier qui usera de ses talents de pilote pour infiltrer un cartel de la drogue. C'est original. Une originalité couronnée de succès qui lancera la production d'un nouvel opus. Problème, ni Paul Walker ni Vin Diesel souhaitent reprendre leur rôle. Ça ne sent pas très bon. Par conséquent, une sortie en direct ou DVD est envisagée, ça pue la merde. Mais finalement, Fast and Furious Tokyo Drift sortira bien au cinéma comme le 3e épisode de la saga. Alors, pas vraiment, car si l'on se réfère à la trame principale, Tokyo Drift s'intercale chronologiquement entre le 6e et le 7e film, puisque faire une saga cohérente n'est visiblement pas dans les habitudes d'Hollywood. Le film débute par un générique beaucoup trop long qui nous introduit le personnage de Sean, un jeune homme de 17 ans qui a le physique d'un daron qui a repris ses études après son divorce, mais surtout qui est un vrai connard, puisqu'il rigole en voyant un gars se faire agresser et drague une étudiante, tout émoustillé après avoir vu sa culotte. Ce qui ne plaît pas du tout au To Be Free, un groupe dont le niveau de QI est inscrit sur leur t-shirt et dont le leader est justement son mec. Un poil jaloux, ce dernier lui explose la vitre arrière de sa voiture, ce qui a pour effet de le faire sortir avec une musique qui annonce la bagarre. Les To Be Free s'approchent pour lui péter la gueule, avant de s'arrêter face au charisme d'une clé mixte. Merde les gars, je crois que c'est une 24. Oh non, pas la 24. Sauf que l'on n'est pas dans Karate Tiger, on est dans Fast and Furious. Et dans Fast and Furious, la bagarre, elle se fait sur la route. Direction donc un chantier où visiblement les artisans ne travaillent pas en semaine, et après avoir lancé un soutif, c'est parti pour la première course, mais en fait, pas vraiment, puisque les deux voitures finissent rapidement dans le décor, sans doute déstabilisées par le caméraman qui se trouvait côté passager. Un sacré crash dont le ralenti nous montre, bon déjà que sa voiture est aussi sa cuisine, mais surtout qu'aucun d'eux ne pourra s'en sortir indemne. Et ben, bizarrement... Bon, physiquement, d'accord, mais entre le fait d'avoir frôlé la mort et le fait d'avoir bousillé leur bagnole, cela doit forcément les traumatiser. Et ben, bizarrement... Vous l'aurez compris, Sean est définitivement un vrai connard qui multiplie les conneries, pousse sa mère au bord du suicide, et doit maintenant fuir la justice en rejoignant son père qui habite à Tokyo, comme le suggère habilement le titre du film. Il part donc sans sa mère, puisque la mère de Sean n'a rien à faire au Japon. C'est pour moi, c'est cadeau. Et après un petit tour de ville pour nous montrer la culture japonaise, on fait la connaissance de son père qui a oublié d'aller le chercher à l'aéroport, puisque visiblement il était trop occupé. Connard de père en fils donc. Puis Sean enchaîne sur un premier jour de cours plein de clichés avec arrivée en retard, quiproquo à cause de la langue, manque de respect, incompréhension culinaire, avant de faire la connaissance d'un nouvel acolyte au look aussi improbable que son nom, puisqu'il se nomme Twinkie, oui comme la célèbre génoise fourrée à la crème, J'ai une envie de Twinkie. et qui aime tellement les voitures qu'il a accroché un volant sur son sac. Et moi...
C'est les grillades. Alors effectivement, il aime les bagnoles, mais d'une façon un peu chelou puisqu'il a customisé son Touran. Dans le genre mauvais goût, on n'est pas très loin du multiplat. Ou plutôt, il a tenté de customiser son Touran à l'effigie de Hulk, mais on est plus près de géant vert. Sean met de côté son amour-propre et monte à bord pour se rendre à un rassemblement dans un parking. Ça fait donc voiture, fille, voiture, fille, voiture, voiture, mec chelou, voiture, fille, blague de beauf. Quand t'auras balancé la purée. Comme il a une réputation à tenir, il drague aussitôt, sauf que, pas de chance, la madame a déjà un mec qui, avec son blouson en cuir et son regard noir, est sûrement l'antagoniste. Puisque dans le film l'anglais semble être la langue officielle du Japon, ça se titille en tête à tête, Prenez un chewing-gum, Emile. mais Sean ne se dégonfle pas, et ce malgré le charisme de la clé à molette. Sauf que l'on n'est pas dans Karate Kid, on est dans Fast and Furious. Et dans Fast and Furious, la bagarre, elle se fait sur la route. Mais pour ça, il lui faudrait une voiture. Heureusement, un inconnu du nom de Anne lui prête la sienne, parce que sinon il n'y aurait pas d'intrigue. Mais surtout car... Je veux savoir ce qu'il a dans le ventre. Eh ben, tu vas pas être déçu. Alors en gros, on a le droit au traditionnel plan sur l'accélérateur, le pommeau de vitesse, le frein à main et les virages serrés que l'un sait négocier et l'autre un peu moins. Du coup le lendemain, Anne attend Sean à la sortie de l'école et lui dit de monter dans sa voiture car il a des bonbons, sauf qu'en réalité, Sean devra lui rendre des services pour rembourser les réparations de sa caisse. En échange, il le fera rentrer dans le milieu de la mafia, lui offrira une voiture flambant neuve, il est pas rancunier, mais surtout il lui apprendra le drift afin qu'il puisse obtenir sa vengeance sur son rival. C'est ainsi que la prochaine demi-heure de film n'est qu'une succession de séances de drift, petite altercation entre un gars et Twinkie parce que ce dernier lui a cassé son iPod. J'en ai pas terminé avec cette histoire de Twinkie. Mais finalement le gars se crache dans la main avant de partir sans la veste qu'il venait d'enlever. Séance de drift, petite discussion philosophique entre Sean et Anne, Qu'une seule façon de marcher. avec ses jambes. Tu prends une route et tu regardes jamais en arrière. Ah oui. Ok. Avec ses jambes ça marche aussi. De belles paroles qu'il poursuit en expliquant la raison qui l'a poussé à apprendre le drift, draguer, puisque c'est bien connu, rien de tel qu'un petit donut et l'odeur de la gomme brûlée pour gagner un numéro de téléphone. Séance de drift au point d'en devenir un expert et de battre le bras droit de son rival lors d'une course que je suppose intense et pleine de rebondissements, puisqu'on ne verra que la fin, ce qui impressionne la copine de ce dernier. Carreur de mal. Du coup ils vont manger un bout ensemble et auraient pu finir par s'embrasser sous la pluie, sauf que l'on n'est pas dans N'oublie jamais. On est dans Fast and Furious. Et dans Fast and Furious, les soirées romantiques, elles finissent sur la route. Bouleversée par cet homme qu'elle connaît à peine, elle décide de quitter son gars en finesse, ce qui va transformer notre rival en bon gros méchant constipé. Une tête de bad guy qu'il ne va pas garder bien longtemps puisque son oncle, patron de la mafia, vient lui mettre un coup de pression car Anne n'a pas payé sa dette. Il débarque donc chez Anne, sauf que ça dégénère, et c'est parti pour une course-poursuite dans les rues de Tokyo. Ça dérape, un peu, beaucoup, tout le temps, même quand ça peut aller tout droit, et le bras droit du gros méchant provoque un accident, mais heureusement il a eu le temps de se téléporter avant l'impact. Un pouvoir que Anne n'a visiblement pas puisqu'il se crache à son tour avant d'exploser. Comme c'est la tristesse, on a le droit à un remake du clip de Daniel Potter, avant que Sean décide d'aller voir le patron de la mafia pour lui proposer un marché. Grosso modo, il veut faire la course contre le gros méchant et le perdant quitte la ville. Alors d'abord il hésite, parce que c'est complètement con, puis il rigole, parce que c'est un méchant, et enfin il accepte, parce que c'est un ressort scénaristique. Sauf que, problème, Sean n'a plus de voiture. Heureusement son père lui prête la sienne, alors que, pour rappel... Je t'interdis de regarder de près ou de loin la moindre voiture. Et après un petit coup de polish, c'est parti pour le point culminant du film. Cette course au sommet que tout le monde attend, ce moment de suspense où Sean gagne. Voilà. Malgré le fait qu'il n'ait quasiment jamais conduit avec cette voiture. Oui. Malgré le fait qu'il s'est fait laminer il y a une semaine contre un pro du drift. Oui. Ce même pro qui s'entraîne chaque jour sur cette route. Oui. Celui qui a déjà 50 mètres d'avance dès le premier virage. Bon, il gagne quoi. Mais comment? J'ai dit, il gagne. Du coup, il a sa revanche sur son rival, gagne le cœur de la fille, ainsi que le respect de la mafia. Avant le générique, on a bien évidemment droit à des voitures. Fille, voiture, fille, voiture, voiture. Vin Diesel qui passait par là récupérer son petit chèque, et départ d'une nouvelle course que l'on ne verra pas, car c'est la fin de Fast and Furious Tokyo Drift. Bon, faut que je vous le dise... J'aime ce film. Oh, ça fait passer Tokyo Drift pour un bon film et ça se dit critique ciné. Mais lol,
J'ai pas dit que c'était un bon film, j'ai dit que j'aimais ce film. Mais d'abord, remontons le temps en 2006. Une année rentrée dans les mémoires avec la puissance d'un coup de boule. Une année où Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit cartonne au box-office mondial, mais est détrôné en France par Les Bronzés 3, Amis pour la vie. Y a pas à dire, on a du goût. Une année où du haut de mes 12 ans, je découvre que les poils ne poussent pas seulement sur le menton. Et je ne parle pas des jambes. Mais surtout une année où chaque samedi soir, mon meilleur ami et moi prenions le volant pour défier nos rivaux dans les rues de Rockport City, malgré la présence des forces de l'ordre. Course après course, fuite après fuite, notre réputation grandissait jusqu'à nous faire atteindre le sommet de la liste noire pour devenir le Most Wanted. Une mission aisée puisque nous n'étions pas à nos premières heures de conduite. Après avoir découvert les courses de rue et nous être fait une certaine réputation dans Need for Speed Underground, c'est surtout dans sa suite Underground 2 que nous sommes devenus les boss, les rois, les kings. Dès que le soleil se couchait sur la ville de Bayview, nous enchaînions les courses entre sprint, drag, drift. Tantôt j'étais un as du volant, tantôt j'espérais que mon meilleur ami se prenne un mur pour que je puisse enfin récupérer la manette. Oui, j'étais déjà un connard. Entre chaque épreuve, nous arpentions les rues qui étaient devenues notre terrain de jeu et défions le moindre pilote qui avait le malheur de croiser nos phares. Enfin, surtout vers la fin, quand on avait la voiture la plus puissante. Mais NFSU2, ce n'est pas que de la conduite. C'est aussi Rachel Taylor qui nous disait de ne pas reproduire les mêmes actions dans la vraie vie véritable, chose que l'on n'aurait évidemment jamais faite, parce qu'on n'avait pas de voiture. Ou encore un menu où appuyer sur Start n'était pas une priorité, juste pour profiter du son de Snoop Dogg et The Doors. Mais c'était surtout une totale liberté de customisation. Bas de caisse, phare, jantes, néon, compteur, on pouvait passer des heures à simplement tuner notre caisse. Pour la rendre moche en plus. Toujours est-il qu'à 12 ans, je ne voulais qu'une chose. Une copine. Un petit bolide pour faire vroom vroom et être le roi de la street. Et finalement, j'ai eu une 106. Verte. Édition cartoon. Vous l'aurez compris, j'aime profondément les jeux Need for Speed que j'ai découverts avec l'opus Underground. Difficile donc de ne pas adorer le film dont il s'inspire, Fast and Furious. Un film que j'appréhendais de revoir déjà parce que Rob Cohen, et parce qu'avec l'âge je suis devenu un vieux con même si je refuse de l'admettre. C'est complètement faux. Finalement, 20 ans après sa sortie, Fast and Furious est à l'image de Vin Diesel et n'a quasiment pas pris une ride. Il traite son sujet sans la moindre condescendance ni vulgarité à travers des personnages attachants, et notamment les deux protagonistes dont la relation est au cœur d'un récit haletant, plein de rebondissements et de dilemmes. Le tout, je dois l'admettre, même si je sens que je vais faire une attaque rien qu'en le disant, est réalisé de manière efficace voire inventive par Rob Cohen. Des compliments que je pourrais faire à sa suite directe Too Fast, Too Furious, mais ça serait mentir. Et mentir, c'est pas bien. Alors attention, le film reste un divertissement très agréable à regarder, surtout si vous posez votre cerveau ou si vous en êtes dépourvu. Mais si je devais le résumer en un mot, ce serait kitsch. Les personnages, avec son héros badass qui sauve la demoiselle en détresse des griffes du grand méchant fumeur de cigares, le tout avec l'aide d'un comic relief, kitsch. Les péripéties qui se répètent avec le même schéma, à savoir une situation mal embarquée mais qui finit bien, kitsch. La réalisation de John C. Clayton qui enchaîne les mouvements de caméra improbables et abuse d'effets numériques vraiment dégueulasses plutôt que de trouver une mise en scène alternative, kitsch. Et même lorsque le film est terminé, on n'en a pas fini avec le kitsch. Lâche-moi les pneus. Le prends pas comme ça, Paul, car même si j'ai un peu honte de l'admettre, j'aimais vraiment Too Fast Too Furious lorsque j'étais ado, tout comme j'aimais les chemises à flammes, Crazy Frog et le théorème de Pythagore, dont je me suis jamais servi d'ailleurs. C'est donc avec une certaine excitation que mon meilleur ami et moi avons découvert ce troisième opus dans une salle de cinéma, à une époque où la séance coûtait 4,90€ et non 14,40€. L'inflation, tout ça. Et nous en sommes ressortis avec des étoiles dans les yeux et une folle envie de prolonger l'expérience à la maison, manette en main, tant la frontière entre un Fast and Furious et un Need for Speed n'avait jamais semblé aussi mince. L'ambiance nocturne prédominante, la playlist très urbaine, le choix d'une Nissan 350Z pour la caisse du rival, autant de choix à première vue anodins mais qui nous ont replongé dans l'univers d'Underground 2 avec en prime des courses à l'intensité folle. La sensation de vitesse, l'adrénaline avant chaque virage, la tension en slalomant dans le trafic, toutes ces sensations qui rendaient nos samedis soirs haletants étaient retranscrites à la perfection sur un écran géant. Nous vivions la course aux côtés des pilotes, scotchés à notre siège, et pour cela, pas besoin d'utiliser la nitro et ses effets psychédéliques qui me rappellent mes dernières vacances à Amsterdam lorsque l'on a Justin Lin derrière la caméra. Une caméra constamment en mouvement qui non seulement suit les bolides dans leur course effrénée et emprunte leur trajectoire pour nous faire ressentir l'intensité et les sensations du drift, mais surtout multiplie les échelles de plan et les angles de vue tout en conservant un cadre précis pour nous offrir des scènes d'action dynamiques et lisibles. Une chorégraphie appliquée avec minutie à chaque course et pourtant aucune d'elles ne se ressemble. Bon, déjà parce que c'est jamais au même endroit, mais surtout parce que Justin Lin nous offre une mise en scène inventive avec des plans qui s'affranchissent des contraintes techniques. Certains y verront des effets tape à l'œil, mais j'y vois davantage un passionné profiter du budget conséquent pour repousser les limites du réalisable. Alors certes, tout n'est
n'est pas parfait, et certains plans semblent trop lisses au milieu d'une telle frénésie. Mais il est indéniable que Justin Lin fait preuve d'une étonnante maîtrise, lui qui a réalisé seulement 2 films à petit budget avant Tokyo Drift. Une maîtrise qui ne passa pas inaperçue auprès d'Universal, puisqu'il deviendra le réalisateur de la saga avec l'épisode 4, 5, 6, et c'est tout. Tout d'abord pressenti pour réaliser le nouvel opus d'une autre franchise, Terminator Genisys, il se tournera finalement vers des projets qu'il juge plus ambitieux. Il laisse donc sa place au talentueux James Wan pour Fast and Furious 7, l'épisode le plus rentable de la saga. C'est ballot. Pour réaliser Star Trek sans limite, l'épisode le moins rentable de la saga. C'est ballot. Mais vous savez, le cinéma, c'est une histoire d'amour. Et lorsque vous quittez une personne pour une autre mais que finalement ça ne marche pas, vous pouvez toujours rappeler votre ex. C'est ainsi que Fast and Furious 9 marque le retour de Justin Lin derrière la caméra. Bref, vous l'aurez compris, Tokyo Drift, c'est fast, c'est furious, et c'est surtout très plaisant à regarder grâce à sa réalisation immersive qui ne tremble pas dans tous les sens, mais également grâce à un montage millimétré qui rythme chaque séquence sans tomber dans un surcutage. Je n'aurais jamais cru dire ça dans l'une de mes chroniques. Toutefois, je me disais aussi, aussi impressionnante soit-elle visuellement, il manque à ses courses un élément indispensable à tout bon film d'action, de l'enjeu. Ce qui est très paradoxal car entre la situation judiciaire délicate du héros, sa relation conflictuelle avec son père, sa love story impossible ou encore la menace constante de la mafia, on peut dire qu'en termes d'intrigue, le film a fait le plein. Bon, ça c'est fait. Malheureusement, ces intrigues ne sont jamais développées et sont insérées de manière totalement artificielle au récit afin de créer des enjeux fictifs. Elles ne sont que des prétextes à un enchaînement de courses et feraient presque passer au second plan le parcours initiatique du héros. Un parcours qui n'est autre que l'application du concept du monomythe développé par Joseph Campbell en 1949 dans son livre Le héros aux 1000 et un visages, à savoir un voyage au cours duquel le héros sera amené à évoluer grâce à l'aide d'un mentor, à chuter avant de se relever encore plus fort pour enfin atteindre son objectif. Ajoutez à cela l'absence de figure paternelle, des combats sur le bitume et un esprit de vengeance, et vous obtenez un parfait Neketsu, que l'on connaît mieux par abus de langage sous le nom de shonen, dont l'un des plus grands représentants est la licence Dragon Ball. Et ne me parlez surtout pas de Dragon Ball GT. Avec Dragon Ball et surtout Dragon Ball Z, cette série aura elle aussi bercé mon adolescence entre ses mangas, ses animés, ou encore ses jeux vidéo avec l'incroyable série des Budokai, et notamment le 3 sorti sur PS2 en 2004. Changeons de sujet sinon je vais dévier. C'est tout mon temps. Oui bah t'es bien gentil, mais c'est pas toi qui fais le montage après. Alors certes, ce schéma narratif peut paraître bateau, même pour un film de bagnole, mais il n'en demeure pas moins efficace, surtout lorsqu'il repose sur des personnages forts et charismatiques. Ainsi, là où un DBZ s'appuie sur un Sangoku, Tokyo Drift s'appuie sur... lui. Antipathique, arrogant, irresponsable, insipide, impulsif, Sean fait partie de ces hommes pour qui le mot qualité est un concept étranger, mais qui, de facto, ne peut que s'améliorer au fil du récit. C'est grâce à l'apprentissage du drift que celui-ci va évoluer, passant d'un connard prétentieux qui ne sait pas drifter à un connard prétentieux qui sait drifter. Qu'est-ce que tu as dans le crâne? Eh ben, visiblement pas grand-chose, et vu l'épaisseur du protagoniste sur le papier, on aurait pu craindre une performance sans saveur de Lucas Black, et c'est totalement le cas, même si à sa décharge il n'est pas non plus aidé par les personnages qui lui donnent la réplique, à commencer par Twinkie, dont l'interprétation de Bowo nous montre qu'il est meilleur rappeur que acteur, même si les deux ne sont pas incompatibles, genre... Fatal Bazooka. Ouais mec. Et il en est de même pour le reste du casting, avec le traditionnel méchant qui surjoue le gars pas très gentil, ou encore la love interest qui enchaîne les petits regards en coin et son plus beau sourire pour cacher derrière son charme le vide intersidéral de son personnage, puisque malheureusement celle-ci se résume à un trophée pour le vainqueur final, l'objet de toutes les convoitises. Une étiquette qui limite indéniablement le jeu de son actrice, et ce ne sont pas les autres personnages féminins qui apporteront une autre image, puisqu'il n'y en a pas, ou alors seulement des figurantes dont les apparitions se résume à culotte et soutif. Une image dégradante que Michelle Rodriguez, figure emblématique de la saga, dénonça publiquement en 2017 sur Instagram. J'espère qu'ils vont se décider à témoigner un peu plus d'amour aux femmes de la saga dans le prochain opus. Merci Google Trad. Bref, vous l'aurez compris, en termes de direction d'acteur, on est vraiment au point mort. Bon, ça c'est déjà coché. Ce qui ferait presque passer l'interprétation de Song Kang pour une performance digne des Oscars. Celui-ci retrouve Justin Lin avec qui il avait déjà collaboré dans son film précédent, et incarne ici Anne, le mentor de Sean dont le charisme ne repose que sur celui de son acteur, mais qui gagnera en intérêt par la suite puisqu'on le retrouve dans Fast and Furious 4, 5 et 6, avant que celui-ci ne se fasse tuer par Jason Statham. Alors visiblement on n'a pas vu la même scène, parce que bon, là pas de Statham, là non plus, et là oui mais c'est pas le même film. C'est ainsi que Tokyo Drift se passe
passe après le 6e opus, puisque le scénariste de la saga à partir de ce 3e épisode, Chris Morgan, ne voulait pas faire ressusciter un personnage de manière peu crédible. C'est vrai que ce n'est pas dans les habitudes de la saga. Mais bon, qui dit changement de scénariste dit changement de philosophie, comme le prouve la bande-annonce du 9e opus, un choix que je ne commenterai pas tant que je n'aurai pas vu le film. Comment c'est possible en fait? Je veux dire, j'ai beau revoir la scène encore et encore, je ne vois pas comment il a pu survivre. Et après tout, qu'importe la parade scénaristique qui me sera vendue, ce retour ne viendra qu'affaiblir un peu plus cet épisode qui avait déjà tant de mal à se faire une place dans la saga. Non mais attends, le scénario on s'en fout, on est dans un Fast and Furious. Eh ben... oui. Et même si je déteste ce que je vais dire, je dois admettre que j'apprécie la saga pour ce qu'elle a à m'offrir. Je ne me demande plus par quel retournement de situation le scénariste va me bluffer. Ça j'ai lâché l'affaire depuis le 2e opus. Mais plutôt quelle scène va repousser les limites du film précédent et m'en mettre plein les yeux. Je parle bien évidemment de l'action. Non, parce qu'une phrase comme ça, sortie de son contexte. Une course à la surenchère décomplexée, définitivement empruntée à partir du 6e opus au détriment de la cohérence du scénario. Et même si d'excellents films nous ont prouvé que l'on pouvait concilier les deux, il m'arrive de vouloir tout simplement poser mon cerveau à l'entrée de la salle pour profiter de ce petit plaisir coupable à la fois régressif et jouissif. Un plaisir qui aujourd'hui ne se limite plus à ces scènes d'action puisque, contre toute attente, j'éprouve une certaine sympathie pour ces personnages, ou plutôt pour cette famille. Un attachement que je ne soupçonnais pas jusqu'à la scène finale de Fast and Furious 7 qui ne m'a pas laissé indifférent. Comme quoi, il y a peut-être un cœur ici, là, finalement. Et c'est justement cet attachement envers les protagonistes qui fait cruellement défaut à Tokyo Drift. Ils ne sont que des coquilles vides, guère étoffées par leurs interprètes qui font pâle figure comparé au charisme d'un Paul Walker, d'un Vin Diesel ou d'une Michelle Rodriguez. Alors, si vous ajoutez à cela une histoire des plus classiques sans le moindre rebondissement qui n'apporte absolument rien à la saga, et ce malgré la volonté de Chris Morgan de raccrocher les wagons, Alors que ça parle de bagnole. vous obtenez l'un des opus le moins apprécié de la saga Fast and Furious. Et pourtant, celui-ci occupe une place primordiale dans celle-ci, non pas par son importance scénaristique évidemment, Ça, je pense que vous l'avez compris. mais plutôt parce qu'il marque le début d'un renouveau pour cette saga qui deviendra l'une des franchises les plus populaires et les plus rentables de l'histoire du cinéma. Vu ce résultat, on ne peut que saluer le choix du studio d'avoir conservé Justin Lin et Chris Morgan malgré l'échec de ce 3e opus. Comme quoi, ça leur arrive de prendre de bonnes décisions. Mais visiblement, celles-ci sont rares, comme en atteste cette folle rumeur d'un crossover entre l'univers de Fast and Furious et celui de Jurassic World. En résumé, Tokyo Drift est un film imparfait, dont la réalisation certes intéressante n'arrive pas à masquer ses innombrables défauts. Toutefois, je le redis, J'aime ce film. je l'aime car la perception que nous avons d'une œuvre dépend avant tout de nous, de ce que nous vivons, de ce que nous sommes. C'est ainsi que pour certains, Terminator 2 était déjà la suite de trop, tandis que pour d'autres, Batman et Robin est le meilleur. Non, là pour le coup, on est tous d'accord. Fast and Furious Tokyo Drift restera pour moi une meilleure adaptation cinématographique de Need for Speed que le film Need for Speed. Fallait vraiment être faible d'esprit pour payer 12 € dès sa sortie. Et Need for Speed restera une meilleure adaptation vidéoludique de Fast and Furious Tokyo Drift que le jeu Fast and Furious Tokyo Drift. Fallait vraiment être faible d'esprit pour payer ce jeu 60 € dès sa sortie. Mais surtout, revoir ce film, c'est monter dans une 350Z et foncer à vive allure sur l'autoroute de la nostalgie. C'est retourner dans une salle de cinéma avec mon meilleur ami pour en ressortir émerveillé. C'est me remémorer ces folles soirées du samedi soir où course après course, victoire après victoire, nous sommes devenus les meilleurs pilotes de Bévue.